Merci à tous d'être là. Je suis très heureuse de vous accueillir virtuellement au Cyrano pour cette troisième table ronde en lien avec la publication Le Québec économique neuf, portant sur les perspectives et défis de la transformation numérique. Mon nom est Geneviève Dufour, je suis directrice des grands projets de collaboration au Cyrano et je suis coordonnatrice du Québec économique neuf. Donc, cette troisième table ronde, en lien avec l'ouvrage, est organisée conjointement avec 4.0 et va porter sur la transformation numérique à l'œuvre dans plusieurs secteurs. Mais, pardon, je n'ai pas la COVID. Tout d'abord, je vais céder la parole à M. Benoît Dostie, qui est professeur titulaire au département d'économie appliquée de HEC Montréal, directeur académique du Centre interuniversitaire québécois de statistique sociale, le CIX, co-responsable du pôle sur les impacts socio-économiques de la transformation numérique au Québec et co-directeur scientifique du Québec économique neuf, pour vous dire quelques mots. Benoît? Oui, bonjour tout le monde. En fait, je n'ai pas grand-chose à dire, là. Comme vous savez déjà, le Québec économique numéro 9 porte sur la transformation numérique. Ça s'inscrit dans la planification stratégique du Cyrano, ainsi que les changements démographiques, les changements climatiques. Puis il y a plusieurs des textes du livre qui sont le résultat de recherches qui ont eu lieu au Cyrano dans les derniers mois. Il y a plus de 45 auteurs qui ont participé à l'ouvrage, ce qui est un record, si vous ne saviez pas, ce qui démontre l'intérêt des chercheurs pour la thématique. Et le Québec économique, la 9e édition, s'inscrit dans la nouvelle ère en étant disponible gratuitement et téléchargé sur le site. Si vous ne l'avez pas fait encore, je ne sais pas quoi vous dire pour vous convaincre d'aller le télécharger. Là, c'est gratuit. Comme je vous ai dit que je n'ai pas grand-chose d'intéressant à dire, vous pouvez le télécharger pendant que je parle, ça ne me dérangera pas. Mais il faut absolument aller le télécharger. Là. Il y a vraiment plein de choses dans ce manuel-là. Dans ce livre-là, il y a 5 grandes parties. Si vous voulez, il y a une première partie qui porte sur comment la transformation numérique aide à la prise de décision dans un contexte de politique publique. Une deuxième partie sur les impacts de la transformation numérique sur le marché du travail et sur les compétences demandées pour les travailleurs. Une troisième partie qui porte sur la matière première de la transformation numérique, les données. Qu'est-ce qu'on peut faire avec, c'est quoi les nouvelles sources, tout ce qu'on peut faire de nouveau avec ça en utilisant les techniques de l'intelligence artificielle, par exemple. Une quatrième section qui porte sur l'État. Donc, on ne parle pas souvent État et transformation numérique. Donc, il y a une section complète du livre qui porte sur comment l'État peut miser sur la transformation numérique pour améliorer l'efficacité de sa livraison de services et quel va être l'impact de la transformation numérique sur les revenus de l'État. Et la dernière section qui porte sur des applications dans différents secteurs, qui va être plus celle dont le thème est de ce dont on va parler aujourd'hui. Il y a plusieurs secteurs qui sont examinés. Je ne veux pas brûler le punch. Là, vous voyez les personnes qui sont supposées présenter. Donc, je vais laisser Geneviève les présenter tout de suite, ainsi que le thème, l'industrie sur laquelle ils vont nous discuter. Parfait, merci beaucoup, Benoît. Avant de présenter les panélistes, je vais céder la parole à Laurence Solar-Pelletier qui va nous parler un petit peu de 4.0. Oui, alors merci Geneviève. Je vais être assez brève. Le partenariat 4.0, c'est un partenariat CRSH dirigé par la professeure Catherine Baudry de Polytechnique Montréal. Elle était aussi titulaire de la chaire en innovation du Canada. Donc, c'est un partenariat qui regroupe une quarantaine, ou plutôt on est rendu à une cinquantaine de partenaires, une quarantaine de chercheurs d'un peu partout au Canada, États-Unis et en Europe. Et le partenariat vise à développer de nouveaux outils pour mieux comprendre l'impact de l'innovation. Donc, de mieux comprendre les écosystèmes d'innovation, les zones d'innovation, les supergrappes pour le Canada. Donc, voir comment les politiques publiques influencent puis réussissent à aider et contribuer à l'innovation. Puis on utilise une diversité de méthodologies pour pouvoir arriver à cet objectif-là. Donc, vraiment, l'objectif de 4.0, c'est de développer des nouveaux indicateurs d'innovation qui nous permettront de mieux qualifier l'innovation. Voilà, en bref. Parfait. Merci beaucoup, Laurence. Maintenant, je vais vous présenter les participants, mais je vais vous rappeler que si vous avez des questions,
d'aller sous l'icône en bas, là, la petite barre en bas, Q et R, et d'inscrire vos questions là. Nous allons les traiter à la fin des présentations. Il va y avoir une période où des questions vont être adressées aux panélistes. Donc, je vous présente Robert Normand. Peut-être, Robert, tu peux lever ta main, qu'on sache qui tu es. Directeur de projet au Cyrano et enseignant Polytechnique Montréal. Madame Annie Royer, professeure agrégée à l'Université Laval au département d'économie agroalimentaire des sciences de la consommation, chercheur principal du thème le développement durable au Cyrano. Elle est titulaire de la chaire en analyse de la politique agricole et de la mise en marché collective. Monsieur Mario Bourgault, professeur au département de mathématiques et génie industriel de Polytechnique Montréal. Il assure présentement la direction de la chaire industrielle Pomerleau en innovation et gouvernance de projets de construction. Madame Ivanka Jordanova, professeure au département de génie et de construction à l'ETS. Fabiano Ermelini, professeur agrégé en innovation et entrepreneuriat, je vais y arriver, technologique au sein du département de mathématiques et de génie industriel à Polytechnique Montréal. Il est aussi directeur du groupe de recherche Gestion et mondialisation de la technologie à Polytechnique et membre du Centre interuniversitaire de recherche sur la science et la technologie. Et Mme Caroline Hatch est associée de recherche à Mosaïque HEC et fait partie de l'équipe pour le projet 4.0 sur les écosystèmes d'innovation pour la mobilité durable. Donc ça, ce sont nos panélistes. Je vais tout de suite inviter M. Robert Normand à nous présenter les grandes lignes de son chapitre, en fait, du chapitre auquel il a collaboré, qui porte sur les enjeux de la transformation numérique dans le secteur financier. Petit problème, je n'arrive pas à mettre la présentation. OK, on va demander à Pauline, est-ce que tu es capable de mettre la présentation? Oui, je m'en occupe. Ça sera pas long. Merci. Ce premier chapitre-là, ça provient d'une demande un peu d'un partenaire du Cyrano qui se posait la question à savoir comment ça se fait qu'on crée peu d'emplois dans le secteur financier au Québec. Donc, c'était la prémisse au niveau est-ce qu'on peut tourner la page? Le secteur financier au Québec, c'est quand même une industrie qui est assez importante. On parle d'environ 150 000 personnes, là, à peu près 20 de la main-d'œuvre au Canada qui est en finance. Et puis, on se posait la question pourquoi l'emploi ne bouge pas ou peu au Québec depuis les dernières années. Pour ce faire, on a pris une méthodologie qui était d'analyser les bilans des entreprises financières au Québec, au Canada et dans le monde, voir un petit peu leur profitabilité, regarder un peu les grands postes au niveau de leur gestion et par la suite compléter cette analyse-là par des rencontres auprès des dirigeants des entreprises financières au Québec, principalement au Québec. On peut changer la page. On peut changer, oui. Comme vous voyez ici, le graphique, ce graphique-là explique un peu de la dynamique. Si on regarde au niveau de l'emploi au Canada, dans le secteur de finance assurance, on voit que le Québec, depuis les 5 dernières années, c'est une stagnation au niveau de l'emploi. Si on regarde l'Ontario, qui
compose environ pour 50 des emplois dans le secteur financier. On a une croissance autour de 2 donc une croissance assez intéressante. Au total, l'ensemble du Canada, c'est 1 c'est-à-dire que si on exclut l'Ontario, la plupart des autres provinces, c'est comme au Québec, c'est-à-dire à peu près pas de croissance du secteur de l'emploi dans le secteur de la finance et de l'assurance. Si on va au prochain graphique. Pourtant, si on regarde la rentabilité des institutions financières canadiennes par rapport à celles dans le monde, on voit que si on regarde le rendement des capitaux propres pour les banques canadiennes, on parle autour de 16 depuis les dernières années. Ça a baissé un peu autour de 14 mais c'est dans le peloton de tête. Si vous regardez partout ailleurs, aux États-Unis, on parle de 10 à 11 et les banques européennes, on parle d'un rendement, ces capitaux propres, autour de 7 donc, vous voyez, la rentabilité des banques est quand même très, très bonne. Si on regarde maintenant l'impact au niveau de l'emploi, si on regarde au prochain graphique, c'est l'efficience opérationnelle des banques canadiennes, qui n'est pas uniquement au Canada, c'est partout dans le monde. Si on regarde autour des années 2000, pour faire $1 de prêt, ça vous coûtait autour de 67, 68 cents de frais. Là, maintenant, pour faire ce même dollar de prêt-là, on est en bas de 60 cents, on est rendu autour de 59, 58 sous pour faire ça. Donc, il y a eu une augmentation substantielle de l'efficacité opérationnelle des banques. Si on va voir à la prochaine slide. Donc, lorsqu'on regarde ça, les rationalisations ou le peu de création d'emplois dans le secteur financier, ce n'est pas relié au fait que les banques canadiennes perdent de l'argent, c'est difficile. Au Québec, c'est difficile en termes de rentabilité. Donc, la rentabilité, depuis les 5 dernières années, les profits ont augmenté de 50 les dividendes ont augmenté de 50 ton rendement sur l'actif, 16 donc, de très bonnes statistiques. Et en plus, si on regarde un peu les salaires ont augmenté de 35 depuis ces dernières périodes-là. Donc, vous voyez, si on regarde les conclusions, prochaine slide. Le changement qu'on voit au niveau du marché du travail des institutions financières, c'est quoi? C'est relié essentiellement à la numérisation, la transformation numérique des institutions financières. C'est une industrie qui est vraiment à la pointe là-dedans. Pourquoi? Bien, étant donné qu'ils ont déjà une expérience importante au niveau des traitements de l'information, ils ont accès à beaucoup d'informations financières sur leurs clients, sont vraiment à la fine pointe pour essayer d'utiliser cette information-là. L'autre chose qu'on doit tenir compte, c'est que ce qu'on voit, vous avez vu, on compresse les coûts d'opération, mais la rentabilité demeure élevée, mais pas en croissance. Pourquoi? Parce qu'on a un rétrécissement qui est toujours un tassement des marges bénéficiaires qu'on voit dans cette industrie-là, dans la plupart des produits, ce qui fait en sorte qu'au total, pour être capable de maintenir une rentabilité importante, on doit comprimer les coûts de production. Prochaine slide. Lorsqu'on regarde ça, au niveau des coûts de production, on a vraiment, cette stagnation-là de l'emploi va avoir deux impacts importants. Premièrement, on va l'avoir au niveau du personnel qui a moins de compétences techniques. Donc, ce qu'on voit là-dedans, c'est tous les exemples classiques, les caissiers de points de vente, les souscripteurs d'assureurs, les techniciens administratifs. Donc, ces types d'emplois-là diminuent au niveau des institutions financières. On va les remplacer par de la main-d'œuvre à forte valeur ajoutée. Donc, ingénieur logiciel, ingénieur financier. Donc, c'est des gens qui ont une meilleure formation. C'est pour ça qu'on arrive à une situation qu'on ne crée pas d'emploi, mais le salaire moyen augmente de 35 a augmenté de 35 depuis les 5 dernières années, donc nettement au-dessus de l'inflation qu'on peut voir. Et l'autre chose qui est déterminante au niveau des institutions financières, c'est que les nouveaux emplois qui se créent sont toujours près du siège social, alors que les emplois qui se perdent sont souvent dans les centres de services extérieurs. Donc, on arrive à une situation que, effectivement, l'emploi en région dans les institutions financières va diminuer, alors qu'on est près du siège social, on arrive avec des emplois à haute valeur ajoutée.
Et ça, les institutions financières nous l'expliquent en le sens que c'est plus facile de recruter un ingénieur logiciel dans la région de Montréal que ça va être en région au Québec. Et c'est difficile de l'attirer dans ce ça. Vous avez des actuaires, des ingénieurs financiers, ça va être concentré. Mais ça va également avoir un impact dans l'univers canadien où on voit que dans la région de Toronto, les institutions financières créent des emplois alors que dans le reste du Canada, on n'a pas ce mouvement-là. Donc, on a le même phénomène qui arrive. On va croître près du siège social et de moins en moins dans les régions. Prochaine slide. Ça l'amène au niveau des institutions financières un défi continuel en matière de recrutement et de rétention du talent. Donc, on va vers des clients, des employés, des emplois à valeur ajoutée, souvent en logiciel, en informatique, ingénieur financier. Donc, on a vraiment une pression toujours pour recruter et retenir ce talent-là. Au niveau de la rétention du talent, certains vont dire c'est une problématique importante au niveau des logiciels. C'est plus facile, tu sais, un étudiant ou un gradué qui sort dans le logiciel va avoir plus un intérêt à aller dans les jeux vidéo ou trouver un remède pour le cancer que de faire la gestion des risques au niveau d'une institution financière. Donc, les conditions de travail doivent être vraiment entraînées, être assez attrayantes pour aller chercher le monde. Deuxième chose, cet investissement en technologie, ça va être un enjeu majeur pour certains joueurs. Si vous faites un système technologique quelconque en finance, que vous ayez 100 000 clients ou 1 million de clients, c'est à peu près le même prix. Ce qui fait en sorte que les petites institutions financières, l'investissement ou le coût la pression d'investissement demeure très, très élevé. Et tous les répondants me disent qu'ils ne pensent pas augmenter le nombre d'emplois dans leur institution financière, mais augmenter beaucoup leur part de marché. Si on regarde la prochaine slide, cette pression-là industrielle, elle va demeurer pour les prochaines années. Les investissements vont demeurer massifs, notamment dans les systèmes patrimoniaux. L'expérience digitale des clients elle va changer. Elle s'est déjà beaucoup améliorée, ça va continuer de changer. Donc, l'estimation des processus va demeurer. Et cette pression-là, si on regarde la dernière slide, va demeurer. Si on regarde l'efficacité opérationnelle maintenant des banques, on voit que les banques canadiennes ont fait beaucoup de chemin, mais sont encore un peu en retard. C'est les banques américaines qu'on voit leur efficacité opérationnelle augmenter beaucoup et certaines banques, notamment en Australie, en Suède, ou qui ont des efficacités opérationnelles autour de 50 sous, même en bas de 50 sous maintenant, par dollar de revenus. Ce que vous dites, c'est un peu comme la tendance qu'on va voir au niveau des institutions financières. Rétrécissement des marges, efficacité opérationnelle de plus en plus grande, demande importante d'une main-d'œuvre très, très bien formée, spécialisée en logiciel, spécialisée en ingénierie financière et peu de croissance au niveau de la main-d'œuvre. Ça complète ma présentation. Merci. Merci beaucoup, Robert. C'est très intéressant. Je vais maintenant inviter Mme Annie Royer à nous présenter les grandes lignes du chapitre sur le chapitre sur l'agriculture. Est-ce que vous voyez en plein écran? Ah oui. Parfait. Parfait. Bien, juste avant de débuter, j'aimerais peut-être présenter l'équipe de rédaction de ce chapitre, donc moi-même. Mais il y a aussi Nathalie de Marcellus-Varin qui a travaillé sur ce chapitre, Ingrid Peigné du Cyrano et Thierry Varin aussi, qui sont tous affiliés au Cyrano. Donc, c'est vraiment un chapitre sur la révolution numérique appliquée au secteur agricole au Québec. J'aimerais aussi souligner la collaboration de 3 personnes, Christophe Mondin, qui est professeur de recherche au Cyrano, ainsi que Molivan Pano, et Nikeli Unga, qui lui était étudiant à la maîtrise en agroéconomie à l'Université Laval, qui nous a aussi aidés dans ce chapitre. Donc, la question générale qui a guidé la rédaction de ce chapitre, c'était comment le Québec agricole entreprend-il le virage numérique? On voit qu'un peu partout dans le monde, le virage numérique s'invite dans les champs. Au Québec, où est-ce qu'on se situe? Et on avait deux sous-questions. Donc, quel portrait dresser de l'utilisation du numérique en agriculture au Québec? On est où en ce moment? Et quels sont les principaux enjeux qui découlent de l'utilisation du numérique? Donc, pour ceux et celles qui ne sont pas trop familiers avec le secteur agricole, là, pour différencier l'agriculture numérique de l'agriculture conventionnelle,
En agriculture conventionnelle, on va utiliser des intrants, comme si on pense à des champs, par exemple, des fertilisants, des pesticides, des semences, et on va vraiment les appliquer de façon uniforme dans un champ. Alors qu'en agriculture numérique, ce qu'on va appeler l'agriculture de précision, bien, le nom le dit, ça nous permet beaucoup plus de précision. On va avoir des outils numériques comme des capteurs, des GPS, des drones, qui vont nous permettre de collecter des données très précises sur une parcelle au mètre carré et qui vont, quand on met ensemble toutes ces données-là, vont nous donner vraiment un portrait très précis de chaque mètre carré d'une parcelle ou si on parle de production animale, d'un animal individuel comme tel, ce qui va nous permettre d'y aller avec précision dans l'application des intrants. Donc, plus ou moins de fertilisants sur telle petite parcelle, plus ou moins de pesticides sur telle autre. Même chose pour les animaux. C'est le principe d'une agriculture d'un peu plus de précision. Et donc, cette agriculture-là va générer beaucoup de données qu'on va pouvoir mettre ensemble. Le chapitre donne aussi quelques exemples, parce que le secteur agricole, ça fait très longtemps qu'on utilise des GPS, qu'on utilise certaines technologies, mais il y a vraiment une effervescence depuis quelques années. Et là, ça devient très high-tech. Donc, on donne quelques exemples. On pense tout de suite là, aux robots de traite. Je vous ai mis quelques images. Les robots de traite en production laitière. Les vaches décident de quand ils vont se faire traire, quand ils sont prêts 2-3 fois par jour. Ensuite, les robots de traite vont collecter plein de données sur la traite de la vache, mais aussi son état de santé. Donc, chaque animal va avoir sa banque de données comme telle. En production porcine, il y a des systèmes maintenant qui permettent de détecter de façon beaucoup plus précise les chaleurs des truies, ce qui va faire qu'on va vraiment inséminer au bon moment, ce qui va diminuer les coûts de production dans ce secteur-là, puis aussi les coûts en temps. Et je vous ai mis aussi une image de robots désherbeurs. Donc, on est vraiment, c'est encore marginal, hein, les robots, mais quand même, ça va éventuellement se démocratiser. C'est des robots qui sont équipés de procédés de reconnaissance faciale qui vont voir déjà les ravageurs, hein, qui vont pouvoir déterminer si c'est un bon insecte ou un mauvais insecte pour la plante, mais aussi détecter les maladies et pouvoir vraiment détruire à la pièce soit le ravageur ou enlever la plante nuisible. Donc, on pense aux applications d'agriculture biologique où on n'utilise pas de pesticides, bien, ça peut être vraiment des technologies très intéressantes. Donc, le chapitre s'attarde un petit peu là-dessus. Ensuite, on se pose la question, est-ce que le Québec, c'est un terreau fertile pour le numérique? En fait, au niveau agricole comme tel, au niveau vraiment des fermes, c'est très hétérogène parce que d'un secteur à l'autre, le niveau d'utilisation du numérique est plus ou moins intéressant, va être donc plus ou moins utilisé. D'une ferme à l'autre, on a une très grande diversité de fermes, hein. On a plus de 25 000 fermes au Québec. Il y en a des très petites, il y en a des plus grandes. Donc, vraiment, tout va... il y a beaucoup d'hétérogénéité. Mais c'est sûr que tous les secteurs où on demande beaucoup de main-d'œuvre, c'est souvent des tâches très difficiles physiquement. Donc, dès qu'on peut avoir de l'automatisation, de la robotisation, ça va devenir intéressant d'appliquer dans ces secteurs-là. Dans tous les secteurs aussi à haute valeur ajoutée, où on est capable de rentabiliser la technologie, il y a vraiment aussi beaucoup de potentiel. Donc, on le voit là, dans les secteurs comme la volaille, les œufs, la production laitière, la production en serre. On est dans la haute valeur ajoutée. Dans le secteur biologique aussi, il va y avoir beaucoup d'utilisation du numérique, plus que dans d'autres secteurs. Vous voyez aussi l'image de Motorleaf. Et là, on quitte le secteur agricole, on va plutôt au niveau de la fabrication, du développement de nouvelles technologies. Le Québec est vraiment un leader mondial. Il y a plusieurs startups, plusieurs petites entreprises qui créent des technologies, des logiciels qui permettent au secteur agricole de se mettre au numérique. Et Motorleaf, c'est un exemple qu'on donne. On en donne d'autres aussi dans ce chapitre-là, qui fournit des services aux producteurs de serre et aux fermes hydroponiques du monde entier. Le Motorleaf utilise l'intelligence artificielle pour faire des prévisions automatisées très précises de rendement, ce qui permet aux producteurs de mieux planifier sa production, éviter le gaspillage puis éviter les pertes financières. Donc, on voit qu'on est vraiment au Québec là, par rapport au développement des technologies en agriculture. Là, on n'est pas en queue de peloton.
Le chapitre donne aussi quelques statistiques en production laitière, tirées d'un sondage fait auprès de producteurs laitiers québécois en 2019. Je vais vous montrer là, deux graphiques de différentes statistiques. Ici, on a les perceptions des bénéfices des technologies numériques par les producteurs laitiers. Donc, selon le bénéfice étant très important et moyen ou peu important. Donc, on voit que les producteurs laitiers en 2019, là, ils trouvaient qu'utiliser le numérique, c'était vraiment bénéfique pour le suivi de la santé des animaux, l'augmentation de la productivité laitière, le suivi de la reproduction. C'est souvent là, des suivis très personnalisés d'animaux, donc le numérique peut être très utile pour ça. L'amélioration de la qualité de vie, quand on pense aux robots de traite, faire la traite, c'est quand même très difficile physiquement, puis c'est 365 jours par année, pas de congés fériés, au moins 2 fois par jour, si ce n'est pas 3. Donc, c'est sûr que ça améliore la qualité de vie pour plusieurs d'entre eux et aussi amélioration de la rentabilité des opérations. Je vous montre aussi les contraintes, donc même type de graphique, mais au niveau des contraintes. Pourquoi les producteurs laitiers n'adoptent pas nécessairement les technologies numériques? Et je crois que ça, on peut appliquer ça dans d'autres secteurs agricoles. C'est surtout une question d'argent. C'est le coût d'acquisition qui est très élevé. Les fermes, en général, ne sont quand même pas si grandes que ça au Québec. Donc, il y a une question de rentabilité, d'amortissement de ces outils-là, de ces achats. Le coût de maintenance aussi, qui va être un coût qui va durer dans le temps, qui est un facteur qui va ralentir l'adoption. La technologie qui évolue très vite d'une année à l'autre, aux 2 ans. Donc, les producteurs se posent la question, est-ce que j'investis tout de suite dans une technologie qui va être caduque là, dans 1 an ou 2? La rentabilité est certaine, et puis ça, c'est un enjeu d'importance. Il y a très peu d'études de rentabilité officielles qui sont faites. La plupart des études sont faites par les fournisseurs de ces technologies-là. Donc, on peut se poser des questions sur l'objectivité. Et l'équipement actuel qui est non compatible, c'est peut-être plus dans le secteur laitier. Je n'entrerai pas dans le détail, là, mais ça fait en gros là, le portrait des principaux obstacles à l'adoption des technologies. Il y a tout un volet aussi du chapitre qui porte sur les enjeux qui vont découler de l'utilisation du numérique en agriculture. Donc, on a divisé les enjeux en 4 principaux enjeux. 4 familles d'enjeux, donc les enjeux techniques, les enjeux de sécurité des données, par exemple, de connectivité à Internet, qui est spécifique dans le secteur agricole, parce que dans les régions agricoles, on n'a pas accès à une bonne connectivité Internet. La compatibilité entre les technologies et les systèmes sur la ferme, mais aussi entre les systèmes de la ferme et les systèmes de l'écosystème de la ferme. Une autre catégorie, c'est les enjeux de gouvernance, la propriété des données, qui est un enjeu fondamental dans le secteur agricole. L'enjeu de la confidentialité des données, de l'utilisation des données à d'autres fins. Une autre famille d'enjeux qu'on aborde, c'est les enjeux organisationnels comme le partage des données, les plateformes de partage de données. Et enfin, on aborde aussi un peu les enjeux institutionnels comme la réglementation, les normes, les codes de bonne conduite, la protection de la propriété des données. Et le chapitre conclut sur l'importance d'une saine gouvernance des données en agriculture. C'est un secteur où le numérique a fait son entrée un peu tardivement, peut-être comparativement à d'autres secteurs économiques, mais où vraiment ça se développe très vite en ce moment. Et donc, c'est le moment, je crois, de se questionner sur quelle gouvernance qu'on veut pour les données en agriculture. Surtout qu'il y a toute une question d'autonomie derrière ça, autonomie des agriculteurs, mais aussi notre autonomie à nous aussi en tant que consommateurs d'aliments. Et donc, si on veut assurer une utilisation durable, inclusive du numérique dans le secteur et que le secteur ne devienne pas dépendant d'une poignée de joueurs numériques, la conclusion termine avec ce questionnement-là. Parfait, merci beaucoup. C'est très intéressant de voir comment le numérique est utilisé de diverses façons dans vos secteurs. C'est infini comme possibilité. Je vais maintenant inviter M. Mario Bourgault et Mme Ivanka Yordanova à nous parler de la transformation, de transformer le secteur de la construction par le numérique, un chantier ambitieux et nécessaire. Bien, merci. Bonjour à tous. Je vais partager mon écran. Je vais tenter de le partager. Vous me direz si ça fonctionne. Donc, en principe, vous devriez voir mon PowerPoint en ce moment. Très bien. J'ai une présentation assez brève, mais comparée à mes collègues, mais au besoin, Ivanka va m'aider pour ajouter des éléments
cette présentation. On a écrit le chapitre ensemble. Donc, on l'a appelé effectivement un chantier ambitieux et nécessaire. Et je me rends compte qu'il y a beaucoup de points en commun finalement avec la présentation d'Annie juste précédemment parce que les milieux de la construction a certaines particularités qui ressemblent au milieu de l'agriculture. On pourra y revenir. Donc, ambitieux, pourquoi? Parce qu'effectivement, peut-être comme d'autres secteurs comme l'agriculture, le secteur de la construction a souvent l'étiquette de traditionnel rattachée qu'on lui accole. Et il y a une partie de vrai là-dedans aussi. Donc, ça veut dire, donc le passage au numérique est quand même assez important. Mario, est-ce oui. que tu pourrais, s'il te plaît, mettre un mode présentation? Oui. Est-ce que comme ça, c'est mieux? Oui, c'est pas mal mieux. Merci beaucoup. Merci. Donc, voilà, donc chantier ambitieux, oui, parce qu'effectivement, l'écart à combler est quand même assez important et nécessaire pour effectivement des enjeux de compétitivité essentiellement là, du secteur par rapport à d'autres juridictions. Alors, le chapitre a été écrit avec plusieurs personnes, donc c'est peut-être nous qui avons augmenté le nombre d'auteurs dans l'ouvrage. En fait, on le faisait intentionnellement aussi. L'idée était de regrouper un ensemble de chercheurs qui travaillent quand même sur la question de la transformation numérique depuis un bon moment, dans d'autres secteurs aussi. Je pense donc à mes collègues Robert Pellerin, Louis Yvet de l'ETS et Robert de Poly, qui travaillent déjà dans la transformation numérique du manufacturier depuis longtemps. Et donc, avec les autres collègues aussi, donc Christophe Danjou, Nathalie Perrier, il y a un collègue de France aussi, Laurent Joblot, qui s'est joint à nous, et les collègues donc de l'ETS, Daniel Forgue, Éric Poirier, et le collègue Breton, j'oublie son prénom, désolé. Et Ivanka, évidemment. Donc, on s'est mis ensemble pour réfléchir à Conrad Breton, excusez-moi. Excuse-moi, Conrad, si tu es à l'écoute. Donc, on s'est mis ensemble pour réfléchir justement à ce que pourrait être cette question de transformation numérique qui est déjà en cours, en fait, depuis un certain temps, mais il reste encore beaucoup de choses à faire. Donc, l'idée était de dresser un portrait assez haut niveau, en fait, d'abord de l'importance du secteur, mais aussi d'en relever un certain nombre au niveau un certain nombre de défis et de donner quelques pistes ou quelques idées des initiatives qui sont en cours. Donc, comment dire, si on pourrait partir du bon pied en disant qu'effectivement, le secteur de la construction, je pense que c'est révélé par les données aussi. Hein, c'est un secteur important pour le Québec, comme partout dans le monde, mais au Québec, quatrième au niveau du produit intérieur brut, cinquième au niveau de l'emploi. Donc, c'est un secteur qui emploie, qui est très important. Secteur où les investissements sont quand même assez importants dans les dernières années. Le secteur de la construction, généralement, on le divise en 4 grands sous-secteurs, si on veut. Il y a ce qu'on appelle le génie civil et voirie, donc tout ce qu'on peut voir comme citoyen à travers les grands chantiers. On en a connu beaucoup dans la région de Montréal, notamment. Dans les dernières années, ça se poursuit. Le REM, Turcot, Pont-Champlain, des ouvrages à venir aussi comme le tunnel La Fontaine. Donc, ce sont d'immenses chantiers hein, qui occupent une large part une partie importante de la main-d'œuvre dans la région de Montréal, à tout le moins. Donc, il y a la partie civile, il y a la partie institutionnelle commerciale. Donc, là aussi, il y a eu beaucoup d'investissements massifs dans les dernières années. Les hôpitaux, autant à Montréal qu'à Québec, il y a le grand chantier de l'Enfant Jésus. Donc, c'est des chantiers importants. Dans le commercial, il y a le projet Royal Monde, si on reste encore à Montréal. Donc, c'est des projets d'envergure impressionnants, donc qui montrent que l'investissement ne ralentit pas au niveau de ces secteurs. Il y a le secteur industriel, donc, qui vise souvent plus des projets de construction qui touchent essentiellement donc,
la construction de capacités productives, en fait, donc souvent de transformation de matériaux ou de matières premières qui relèvent souvent plus du secteur privé. Là, il y a peut-être un peu plus une stagnation. On pourra revenir sur ce point-là, notamment dans la dernière année. Et le secteur résidentiel aussi. Donc, le quatrième, lui, le secteur résidentiel est toujours en croissance. Si on regarde les chiffres de la Commission de la construction du Québec en termes d'heures travaillées, le secteur résidentiel a continué à se développer et même malgré la COVID. Donc, c'est un secteur qui va bien, d'une certaine manière, en termes d'apport à l'économie. Bon, ceci étant, ça c'est peut-être le volet un peu moins reluisant du secteur. On le dit souvent, on représente ici un schéma qui a beaucoup circulé, une étude de McKinsey il y a quelques années qui montrait, qui essaie de comparer le taux de productivité et le taux de numérisation, en fait, à partir d'indices composites liés à la numérisation des entreprises qui touchaient entre autres les investissements en technologie d'information, tout ce qui était investissement dans le back-office et tout. Donc, ils ont créé un indice composite de numérisation et ils ont comparé des secteurs industriels donc, ça a mis en évidence le fait que le secteur de la construction était plutôt dans les derniers secteurs qui se numérisaient et donc était aussi associé à une productivité plutôt stagnante. Donc, ça a été, pour plusieurs intervenants de l'industrie, un choc d'une certaine manière, bien qu'on connaissait déjà le caractère assez traditionnel du secteur. Donc, alors tout ça pour dire qu'en termes de productivité, ça se reflète aussi au Québec, au Canada. Lorsqu'on regarde les statistiques au Canada, on voit bien que les entreprises, généralement, dans le secteur de la construction, vont investir moins en termes d'innovation que d'autres entreprises. Alors, évidemment, il y a une prise de conscience par rapport à ça et je rejoins un petit peu la présentation précédente au niveau de l'agriculture. Je pense qu'il y a une prise de conscience qui se fait actuellement et on met de l'avant dans le chapitre aussi un certain nombre d'initiatives qui proviennent à la fois d'entreprises, mais aussi des pouvoirs publics, des gouvernements, pour favoriser justement une accélération de cette adoption de technologie. Alors, parlant de technologie, évidemment, ça tourne beaucoup autour de concepts dont vous avez entendu parler déjà, sans doute. On a parlé tantôt d'agriculture 4.0. Il y a aussi le même courant inspiré du courant Industrie 4.0, mais dans la construction, donc la construction 4.0. Et évidemment, qui tourne autour aussi de ce qu'on appelle depuis longtemps, et ça a été le point de départ finalement de la modélisation numérique des bâtiments. Donc, le BIM qu'on appelle, donc c'est un terme qui est consacré, Building Information Modeling, donc la modélisation des données numériques rattachées au bâtiment. Donc, ça a été un peu le point de départ de cette transformation numérique. Aujourd'hui, on va parler de jumeaux numériques, donc d'essayer de voir comment on peut numériser l'ensemble des données qui sont rattachées à un bâtiment. Et donc, vous avez ici à l'écran toutes sortes de concepts ou de systèmes ou de technologies associés à ces courants-là. Il y a des éléments qui se rattachent évidemment plus à de la technologie, comme par exemple l'automatisation, la robotique. On voit aujourd'hui poindre toutes sortes d'expérimentation autour de l'introduction de plus de robotique. La notion d'exosquelette, par exemple, aussi devient de plus en plus étudiée pour voir la faisabilité sur les chantiers, pour, en quelque sorte, rehausser la capacité des travailleurs, mais aussi réduire les blessures, par exemple, sur des tâches répétitives. Donc, ça, c'est on est au stade expérimental, bien sûr, mais on voit plusieurs choses, plusieurs recherches pointent là-dessus. Évidemment, il y a des technologies, par exemple les drones, qui sont utilisés depuis un bon moment, par exemple, pour générer des données relatives à des chantiers. Ça peut nous amener aussi
à mieux gérer les questions de santé et sécurité. Donc, ça, c'est des technologies. Au-delà de ça, il y a aussi des pratiques qui sont de plus en plus étudiées et implantées. Donc, la question d'industrialisation ou de la préfabrication devient de plus en plus une voie pour l'amélioration de la productivité du secteur. Et c'est notamment facilité par le fait qu'on utilise de plus en plus de technologies numériques. Donc voilà, donc ça brosse un tableau très, très rapide, mais on donne des exemples dans le chapitre. Et tout ça, évidemment, pour, comme vous voyez ici à droite, pour des gains importants autant en termes de productivité, réduction de délai, augmentation de la qualité, parce qu'on parle de plus en plus de complexité dans les infrastructures. Plusieurs intervenants du milieu vont parler maintenant de systèmes complexes. Ce n'est pas juste un bâtiment, ce n'est pas juste une route, mais c'est d'un point de vue d'un système où on pense aussi en termes de cycle de vie du système. Donc, on n'est pas juste à focusser, si on veut, sur le projet comme tel, mais tout le cycle de vie finalement du système, que ce soit un bâtiment, une infrastructure, et ça devient intéressant de l'étudier d'un point de vue justement de la transformation numérique, parce qu'en générant comme ça des données sur le système en question, c'est sur sa durée de vie, ça devient un moyen intéressant à ce moment-là de gérer à la fois autant la phase construction, mais aussi la phase opération et éventuellement fin de vie. Il y a des éléments aussi non négligeables qui sont associés à cette transformation numérique qu'on souhaite mener, donc l'amélioration de la santé et sécurité, puis aussi beaucoup la réduction de l'empreinte environnementale. Donc ça, c'est un enjeu aussi dans la construction. C'est une industrie qui génère beaucoup de déchets, donc il y a du développement à faire aussi de ce point de vue-là. Et encore une fois, la numérisation des processus permettra de connaître un peu mieux ce que l'on fait et comment l'améliorer. Donc voilà, je termine rapidement avec 4 éléments en fait. Donc ce sont des éléments qui sont aussi présentés dans le chapitre pour lesquels il y a beaucoup d'intervenants qui l'expriment, en fait, c'est que la question de transformation numérique, oui, c'est un élément important, c'est un enjeu important, nécessaire, mais dans le contexte particulier du secteur de la construction, la plupart des gens reconnaissent qu'il faut que ce soit aussi accompagné par d'autres changements qui sont à la fois de type organisationnel, structurel, réglementaire. Et ça complexifie d'une certaine manière aussi la question de l'adoption de la technologie parce qu'il faut travailler sur plusieurs fronts et pas uniquement l'idée d'introduire des technologies. Le secteur de la construction, c'est un secteur, on entend souvent parler, c'est souvent un secteur qui est caractérisé par un certain climat de confrontation ou plutôt conflictuel d'une certaine manière. Alors que quand on parle de transformation numérique, on amène ici l'idée qu'il faut davantage de concertation dans l'ensemble des acteurs impliqués, que ce soit sur la même, si on veut, la chaîne de valeur des gens qui contribuent à l'élaboration, à la réalisation des projets et du maintien des opérations d'un bâtiment, par exemple, ou d'une infrastructure, mais aussi en termes d'intervenants à la fois gouvernementaux, secteur privé et universitaire. Il est clair qu'on met aussi de l'avant beaucoup un rôle proactif des donneurs d'ouvrages publics, ça, on entend souvent dans le milieu, pour justement contribuer à favoriser cette transformation numérique. Des organismes comme la Société québécoise des infrastructures, donc la SQI, travaille beaucoup dans ce sens-là pour essayer de favoriser un mouvement collectif par rapport à la transformation. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a déjà, puis je termine là-dessus, il y a déjà plusieurs initiatives en cours pour rehausser justement les compétences numériques. On a de plus en plus de programmes d'accompagnement. Il y a un programme en cours, l'Initiative québécoise pour la construction 4.0, qui travaille avec beaucoup de petites entreprises pour rehausser justement et pour accompagner ce passage au numérique. Mais il y a aussi programmes académiques et programmes de certification, chaires de recherche. Bref, il y a une grande effervescence, en fait, dans le milieu en cours. Et donc, je pense que l'idée, c'est, on espère que ça puisse
donner des résultats à court, moyen et long terme. Donc voilà, je vais m'arrêter ici. Je vais peut-être laisser la parole à Ivanka si tu as des choses à rajouter, Ivanka. Merci Mario. En fait, j'étais là plus en support par rapport aux questions, mais là, en y pensant, j'aimerais bien partager, oui, si c'est possible, partager un tout petit peu, ça ne marche pas, partager la publication parce qu'il y a dedans un tableau intéressant qui concerne les axes d'intervention prometteurs qui vont permettre à notre industrie de se numériser. Parce que, en fait, tout part par cette idée de numérisation, de modélisation des données et la connexion entre ces données et la réalité construite ou qu'on va construire, donc projeter. Et ici, vous voyez 5 axes d'intervention qui ont été en fait trouvés suite à une discussion avec énormément de représentants de l'industrie. Et cette discussion a été faite en 2018, je crois, ou 2019, au début 2019. C'est une publication de BIM Québec, qui est un organisme de but non lucratif, qui est un des drivers des meilleures pratiques en fait au Québec par rapport à la numérisation de notre industrie. Et vous voyez, ça commence par leadership et gouvernance, engagement et accompagnement, collaboration et exécution. Donc ça, c'est très important parce qu'on se rend compte que la numérisation ne peut pas être faite si c'est seulement un ou deux participants dans la chaîne d'approvisionnement qui décident de numériser leurs activités. Ça prendrait vraiment toute la chaîne d'approvisionnement. Et c'est très important. Nos contrats sont souvent de façon transactionnelle, tandis qu'un contrat plus relationnel, plus collaboratif pour la réalisation d'un projet peut apporter beaucoup plus de cohésion et de là, l'innovation, la digitalisation va être beaucoup mieux mise en contribution pour la qualité et la productivité au chantier. Et les derniers, en fait, deux éléments qui sont mis comme des axes d'intervention, c'est des choses qui nous concernent beaucoup avec le professeur Bourgault, la formation et l'enseignement, parce que c'est vrai que les données sont les ressources par excellence de l'industrie 4.0, mais il faut que quelqu'un fasse le sens de ces données-là. Donc, le manque de main-d'œuvre qualifiée par rapport à ces nouveaux métiers, c'est vraiment flagrant, surtout en construction. Tous les étudiants qui sortent de nos programmes de formation en BIM sont tout de suite arrachés par l'industrie. Et finalement, recherche et développement, on a vu que l'industrie de la construction investit vraiment infiniment petite quantité de ressources dans cette direction-là. Et c'est quelque chose qui devrait augmenter si on veut profiter des technologies qui sont déjà développées et utilisées dans d'autres domaines de l'industrie. Donc, c'est ça de mon côté. Merci beaucoup. Merci beaucoup tous les deux. Ce tableau-là que vous venez de montrer, j'ai l'impression que ça pourrait être utilisé dans la majorité des secteurs qui vont être présentés aujourd'hui. Effectivement, oui. C'est très transversal comme piste d'intervention. Donc, merci beaucoup. Effectivement, oui. Je vais maintenant passer à Fabiano Ermelini, du secteur de l'aérospatiale, et Laurence Solar-Pelletier pour compléter ce chapitre-là. J'aimerais aussi souligner que ce chapitre-là a été fait en collaboration. Donc, c'est les deux chapitres du Québec économique qui ont été vraiment faits, un travail d'équipe impressionnant. Là. Dans le cas de l'aérospatiale, c'est 8 auteurs et dans le cas de la construction, c'était 10. Donc, c'est quelque chose de remarquable. Fabiano, je te cède la parole. Merci beaucoup, Geneviève. Est-ce que vous voyez mon écran et vous nous écoutez, vous m'entendez bien? OK.
Donc, bon, voilà le titre du chapitre. Je pense que ma présentation va être beaucoup plus bref que celle de mes collègues, là, parce que je vais seulement souligner les grandes lignes du chapitre. Je voudrais quand même, avant de parler du chapitre, de parler un peu du contexte, d'où ça vient. Et ça vient bien, merci de l'introduction, Geneviève, parce que oui, c'est un projet collaboratif. C'était un projet qui a été commandité par le CRIAC, le Consortium de recherche et innovation en aérospatiale du Québec, qui nous a approchés à nous et les groupes Mosaïque d'HSC pour demander, bon, ils voudraient savoir un peu dans quelle direction le secteur aérospatial devrait aller en termes du virage numérique. Donc, il y a une nouvelle vague de virage numérique. Qu'est-ce que le secteur aérospatial devrait faire pour que le CRIAC, en tant qu'intermédiaire du secteur, pourrait bien mener ou guider les entreprises du secteur vers ce virage-là? Donc, nous avons fait un projet divisé en 4 axes. Là, je ne veux pas rentrer en détail, mais il y avait tout type de méthodes scientifiques. Ça, si vous voulez, il y avait des entretiens qu'on a fait, de méthodes de co-création avec les joueurs du secteur. On a fait une étude bibliométrique sur les publications dans l'intersection du numérique et de l'aérospatial pour regarder les tendances. Bon, on a fait plein de choses là. Donc, je ne veux pas rentrer en détail. Le but ici, ce n'est pas de parler de ça, surtout parce que c'est un chapitre de vulgarisation de ces recherches-là, mais seulement pour vous dire, voilà les ingrédients de cette soupe qui a été utilisée, qui finalement a eu comme résultat le chapitre que vous avez dans ce livre excellent du Cyrano. Donc, voilà comme introduction. Les chapitres, en bref, c'est un chapitre court, mais quand même, il y a 3 grosses parties. Une partie, bon, voilà toutes les listes et tous les chercheurs, excuse-moi, qui ont participé, à part moi et Laurence qui sont ici. Bon, Mario qui vient présenter cette construction est aussi co-auteur de ce chapitre-là. Nous avons Laurent Simon, Patrick Coindé, de collègues de Mosaïque. Nazrine, c'était à l'époque stagiaire qui est venue pour faire ce travail. Maintenant, elle est à la maîtrise. Et Katerina Tokina, notre professeur à HSC Montréal, ici de Cyrano. Donc voilà, et Catherine Baudy, sans oublier Catherine Baudy aussi de Polytechnique. Donc voilà la liste d'auteurs de ces chapitres-là. La première partie, c'était du chapitre, je commence à parler du chapitre. La première partie, c'est de donner un peu les résumés, grosses tendances technologiques du virage numérique qu'on a trouvé par les entretiens, par la revue de littérature, par l'étude bibliométrique. La deuxième partie du chapitre, on parle plus spécifiquement de l'adoption de ces technologies dans le secteur aérospatial québécoise. Et la troisième partie, c'est de regarder un peu les virages numériques d'un point de vue écosystémique. Ça veut dire, est-ce que ici, dans notre grappe aérospatiale, est-ce qu'on collabore avec le secteur du numérique, de TIC, de technologie d'information et communication, ou est-ce qu'on travaille de façon séparée? Donc, on a fait un peu d'études quantitatives pour voir les meilleurs entre ces 2 secteurs-là. Donc, voilà les trois volets de ces chapitres. J'ai une diapo pour chacun. Donc, pour ce qui sont les tendances technologiques, là, je vous donne quelques mots-clés, des choses dont on parle dans le chapitre. Donc, il y a toute une tendance pour ce qui s'appelle le digital thread, ou en français, les continuités numériques. C'est de numériser les produits, le procédé, tout ça, du berceau jusqu'au tombeau. Ça veut dire ajouter une empreinte numérique à tous les produits, à tous les services, à toutes les choses qui sont faites. Donc, c'est une tendance de numériser de plus en plus les pièces qui sont manufacturées, les services, les interventions, toutes les choses qui sont faites. Donc, ça s'appelle le digital thread. C'est vraiment une tendance. C'est une chose qui est importante. Si on parle, bon, le secteur aérospatial, bien évidemment, il y a beaucoup de fabrication, de manufacture. Donc, si on veut avoir une collaboration horizontale entre fournisseurs, clients, etc., il y a une collaboration par les données, c'est important que ces données-là puissent être partagées. Et aussi une tendance technologique une autre tendance par rapport à la servitisation. Autrement dit, plutôt que seulement vendre mon produit, vendre aussi un service qui vient avec, ou transformer mon modèle d'affaires plutôt que vendre les turbines, je vends des aires d'utilisation de mon turbine. Ce sont des modèles d'affaires que les entreprises s'interrogent, comment j'ai changé, etc. Bon, là, l'Internet of Things, l'Internet des objets, c'est une tendance aussi parce que cette numérisation intensive qui est nécessaire pour le digital thread, donc voilà, une façon de le faire, c'est d'avoir de l'intelligence dans tous les objets
Voilà. Une autre tendance technologique sont les jumeaux numériques, les digital twins, où je veux avoir un système de simulation numérique qui reproduise parfaitement, entre guillemets, tous les processus qu'on est en train de numériser. Comme ça, je peux avoir un jumeau numérique qui puisse prédire qu'est-ce qui va se produire dans le système réel, faire des estimations et améliorer le développement de ce produit-là ou l'entretien de ce produit-là en faisant des simulations. Et tout ça, évidemment, ce n'est pas possible sans avoir d'analytique de données massive, là, le Big Data Analytics. Donc, voilà quelques mots-clés qui sont vraiment des tendances qu'on voit, des exemples de publications sur ce virage numérique-là. Okay. Donc là, parlons du Québec. Ici, c'est un tableau que nous avons fait à partir des données disponibles par le StatScan, Statistique Canada, qui c'est une enquête 2015, je ne me trompe pas, en 2017, excuse-moi, c'est là en bas. C'était une enquête sur l'utilisation de technologies de pointe ou émergentes. Et si vous voyez ici, c'est beaucoup de chiffres, là, pas de temps, mais vous pouvez regarder plus tard tranquillement dans le chapitre, mais on voit que les Québec, les secteurs spatial au Québec, et normalement, on voit plus une adoption plus forte en général de toutes les technologies numériques et émergentes de pointe. Donc, l'IA, les traitements de fabrication, si vous voyez la moyenne canadienne, la moyenne en aérospatial et la moyenne à Québec, on voit que vraiment le spatial au Québec est au-dessus de la moyenne pour l'adoption des pointes. C'est une bonne nouvelle. Mais il y a par contre des limitations. Donc, d'abord, un problème, c'est que cette adoption-là, à l'heure actuelle, dans la plupart des cas, c'est limité à des applications de niche. Surtout les grandes entreprises, pour les projets pilotes, ce n'est pas une chose qui est répandue, qui est adoptée d'une façon uniforme à travers du secteur. Un autre défi qu'on voit là, c'est le défi de collecte et surtout d'intégration de ces données. Donc oui, nous avons les données, nous avons une petite cellule de fabrication qui est totalement automatique. Donc là, je mets oui dans l'enquête, oui, j'ai de l'IA, mais est-ce que c'est partout dans ma chaîne de production? Non, c'est toute une petite partie. Parce que moi, j'ai du mal à intégrer sur toutes les données, parce que les données qui sortent de ces machines-là, je ne peux pas le faire parler à l'autre machine. Donc, il y a un gros défi d'intégration des données. Et par conséquent, il y a aussi la collaboration des données avec les fournisseurs et clients, c'est encore plus limité. Si j'ai du mal même à faire deux machines de mon usine à se parler, qu'est-ce que je peux dire encore de partager mes données avec mes fournisseurs ou mes clients? Donc voilà, il y a des défis, même si les chiffres d'adoption de technologie sont bonnes, il y a encore beaucoup de défis pour arriver vraiment au système 4.0 dont on parle, dont on rêve dans tous les secteurs. Pour ce qui est de l'approche écosystémique qu'on a fait, donc il y a beaucoup de données qu'on a ramassées pour voir comment les entreprises collaborent par rapport dans le secteur en général. Pour comprendre un peu cette figure-là, les nœuds noirs ou bleu foncé là, sont des entreprises du secteur spatial. Les nœuds verts sont les entreprises de TIC, de technologie d'information et communication en général. Et les nœuds roses sont des entreprises, plus que des TIC, c'est des entreprises spécialisées en intelligence artificielle. On voudrait voir comment ces entreprises collaborent, s'ils collaborent et de quelle façon. Le lien entre les deux, il y a deux couleurs de relations. Les relations bleues, c'est des relations hiérarchiques traditionnelles de type client-fournisseur. Donc, il y a un contrat, il y a quelqu'un qui paye pour l'autre pour faire un service ou pour donner une pièce, je ne sais pas. Et les relations rouges sont des liens de collaboration. C'est des partenariats, des co-créations, des co-développements. Ce sont des choses peut-être moins formelles et moins hiérarchiques, plus même niveau. Donc, ce qu'on voit ici, là, le point que je résume ici à droite, c'est que une bonne nouvelle, tous les deux secteurs, le secteur de TIC et le secteur de l'aérospatial, ont une forte quotidienne de localisation, le EQ, là, qui est un indicateur pour montrer est-ce que le secteur est fort dans la région ou pas. Donc, OK, aérospatial et TIC sont deux secteurs très forts. Donc, bien de nouveau ici, tout le monde le sait, ici au Québec. On voit que le secteur industriel est beaucoup intégré. Il y a beaucoup de relations, mais on voit beaucoup de relations bleues, beaucoup de relations formelles, fournisseurs-clients. Pas beaucoup de relations rouges entre les entreprises du secteur aérospatial.
les secteurs d'éthique, on regarde ici toutes les entreprises qui sont dans la périphérie, là, le cercle dehors du réseau, ce sont des entreprises qui n'ont aucun rapport avec les autres. Ce sont des entreprises qui ne collaborent pas. Donc, c'est qu'on voit que oui, il y a ici une partie, peut-être beaucoup de relations rouges qui nous intéressent. Wow, l'éthique est beaucoup, collabore beaucoup, etc. Mais on voit que la majorité des entreprises d'éthique est à la périphérie qui ne collaborent avec personne. Donc, on voit ici un secteur d'éthique qui est très dispersé, très fragmenté, mais ceux qui collaborent sont vraiment dans une collaboration de niveau, pas hiérarchique, mais plus niveau de collaboration et partenariat. Et on voit ici plus en haut la communauté d'intelligence artificielle qui, eux, ils constituent eux-mêmes une petite grappe en tant que telle. Donc, ils collaborent beaucoup entre eux. Mais la chose qu'on voit, c'est qu'ils sont plus entre eux. Le moment de parler d'intégration avec l'aérospatiale, là, oui, il y a des liens ici, là, mais ce n'est pas assez dense comme on voit entre eux, par exemple. Donc, peut-être une chose à améliorer, c'est d'augmenter cette densité de collaboration entre les deux grappes, disons. Donc, on voit peu de maillage dans ces trois secteurs. Donc, voilà, comme en guise de conclusion de ce chapitre-là, j'ai 4 points qu'on a mis comme conclusion. Donc, du point de vue de l'adoption de technologies de pointe, nous avons trouvé un portrait plutôt optimiste, ce qui est bon. On ne peut pas avoir un virage numérique si on n'adopte pas les technologies. Donc, avoir les technologies, c'est le premier pas pour vraiment avoir une intégration, faire du 4.0, là, comme on dit. Mais il faut s'assurer une plus grande collaboration de type horizontal, ça veut dire de partenariat au sein de l'aérospatial, qui à date, c'est très, très hiérarchique. Il importe aussi de nourrir plus de relations fortes entre le secteur aérospatial et les autres acteurs pertinents du numérique, le TIC, l'IA. Et peut-être une façon de le faire, c'est de penser aux intermédiaires. Donc, il y a par exemple le CRIAC, c'est intermédiaire du secteur aérospatial. Donc, ils augmentent encore plus la relation intra-aérospatiale. Il y a Ivado qui fait la même chose au point de vue IA, il y a Mila, il y a tous ces intermédiaires. Peut-être faire ces intermédiaires travailler ensemble, faire je sais pas, des événements conjoints, de propositions conjointes, ça pourrait peut-être faire un maillage plus fort entre les trois secteurs. Donc voilà, ça c'est le chapitre. Je m'arrête ici. Je vous remercie beaucoup. C'est tout de ma part. Merci. Merci. Laurence, as-tu quelque chose à ajouter? Non, c'est bien complet ce que Fabiano a dit. OK, parfait. Je prends bien note des questions qui sont adressées là, dans la section questions-réponses. On va répondre une fois tous les chapitres présentés. Il nous reste que celui présenté par Caroline Hatch sur la mobilité intégrée. Excellent, voilà. Merci. Est-ce que vous pouvez voir mon écran? C'est bon? OK, excellent. Alors, je suis co-auteur de chapitre 19 sur la mobilité intégrée avec Patrick Coenda et Laurence Simon de Pôle Mosaic à HEC Montréal. Donc, je vais commencer ici parce que j'ai juste 5 minutes. Donc, l'un des impacts les plus importants de la transformation numérique sur la mobilité urbaine est le passage à une mobilité intégrée. L'exemple emblématique qu'on a examiné dans notre chapitre est MaaS, ou Mobility as a Service, qui est opérationnel à Helsinki et aussi à Birmingham en Angleterre et aussi les autres villes. La mobilité intégrée offre aux villes comme Montréal la possibilité d'améliorer considérablement leurs solutions de mobilité. Par exemple, d'accroître la sécurité, l'efficacité des déplacements, d'améliorer l'accessibilité et de réduire les congestions et de diminuer la dépendance sur le véhicule personnel, on espère. C'est quoi exactement la mobilité intégrée? Ce nouveau modèle de mobilité implique le regroupement des multiples options de transport, comme l'autopartage ou le covoiturage et aussi le transport en commun, par exemple.
avec les services de mobilité tels que la planification et la facturation des déplacements. C'est hautement centré sur le client et ce modèle crée une solution de transport pratique et personnalisée, permettant aux usagers de planifier et aussi de payer in a single click leurs déplacements quotidiens au moyen de plusieurs modes de transport. Donc, avant de parler des initiatives d'intégration à Montréal, je vais discuter les transformations de la mobilité au Québec. Et il y a beaucoup de discuter ici, donc je vais choisir certaines choses. Donc, le Québec est reconnu comme un leader au Canada et en Amérique du Nord en matière de mobilité durable et de transport intelligent et électrique. Le Québec a déployé une grappe industrielle qui s'appelle Propulsion Québec pour mobiliser les acteurs de l'industrie à l'intérieur et aussi à l'extérieur des chaînes de valeur traditionnelles de transport. Donc, on a aussi à Montréal, au Québec, une cadre de politique publique solide pour intégrer la planification de transport dans la planification urbaine, environnementale et d'aménagement du territoire. Donc, à gauche, le réseau d'innovation ouverte en Montréal durable est un écosystème collaboratif unique d'acteurs qui travaillent de concert pour accélérer tous les aspects de la mobilité durable, de la R&D aux démonstrations technologiques. Et ces acteurs aussi interagissent au niveau international à droite avec, par exemple, le Michelin Open Lab, qui est plus de 250 acteurs qui travaillent dans les communautés d'intérêt pour avancer la mobilité du futur. Aussi, on a, le Québec possède un riche écosystème universitaire et Montréal est reconnu internationalement dans le domaine de Artificial Intelligence et aussi son application au transport. Donc, voilà. Je continue avec les initiatives d'intégration à Montréal. Montréal est une des villes les plus avancées au Canada en termes de mobilité intégrée. Les principaux acteurs du secteur public concernés sont l'Autorité régionale de transport métropolitain, le ARTM, et aussi la Société de transport de Montréal, le STM. Le ARTM, pardon, pardon. Pardon, les enfants sont Il n'y a pas de problème, Caroline. On sait que c'est une journée neige. La tempête, alors, pardon. Oui, il n'y a pas de problème. Merci. C'est pas la première fois. Donc, la STM. Donc, en bref, à ce jour, la STM a déjà intégré avec succès plusieurs services à la carte. Oh, pardon. Avant ça, je voulais dire l'information sur le ARTM. C'est un acteur régional du transport qui prend l'initiative de rationaliser la prise de décision et la gouvernance en matière de transport en commun. Donc, elle se concentre sur la simplification et l'intégration de la structure tarifaire complexe de la région. C'est vraiment les preconditions importants de l'intégration. Et en bref, la STM a déjà intégré avec succès plusieurs services à la carte Opus. En plus de transport en commun, par exemple, les usagers peuvent accéder les Bixi, la Communauto et les taxis. Donc, ces efforts, je crois que ces efforts sont importants, mais il faut poursuivre nos efforts. Et par exemple, il faut intégrer le REM et les autres services. Et aussi, il faut également aligner la planification de transport avec l'aménagement du territoire dans une vision plus large.
malgré les efforts d'intégration à petite échelle à Montréal, il y a des défis pour tous les acteurs impliqués, ce qu'on a discuté dans notre chapitre. On a trouvé que la dynamique compétitive entre les acteurs publics et privés ne favorise pas toujours l'intégration. Par exemple, pour les agents de transport, donc, l'intégration menace la fréquentation des transports en commun qui est directement liée au financement. Et les défis pour les acteurs du secteur privé, voici quelques exemples dont on a discuté. Les entreprises, les compagnies se méfient des comparaisons de prix pour les services alternatifs rendus possibles par l'intégration. Un autre exemple, c'est que les entreprises privées comme Uber et Lyft, par exemple, craignent un affaiblissement de leur image de marque et une limitation de leur potentiel de croissance. Donc, c'est certain qu'il existe nombre d'autres défis, mais peut-être on peut en parler dans la discussion. Donc, finalement, pour faire avancer la mobilité intégrée dans les villes canadiennes comme Montréal, comme Toronto, on a besoin davantage de recherche et une meilleure compréhension des approches de gouvernance, des pratiques de collaboration interorganisationnelle et les modèles économiques qui soutiennent ce modèle de mobilité. Et finalement, renforcer la dynamique des écosystèmes par l'éducation et la formation, je crois, des leaders du secteur de transport dans les pratiques de gestion de l'innovation. Donc voilà, j'arrête ici. Merci. Parfait, merci beaucoup. Cela conclut les présentations. On va maintenant passer à la table ronde. Je vais rapidement vous poser quelques questions. Je remarque que les enjeux présents dans chacun de vos domaines sont relativement communs, c'est-à-dire qu'ils sont transversales à chacun des domaines. Je vais commencer par une question plus précise à Robert. Comment est-ce qu'on peut faire pour faire face aux défis de manque de main-d'œuvre spécialisée en informatique dans des domaines moins sexy comme l'agriculture ou le secteur de la finance? Selon les entrevues qu'on a faites avec les dirigeants des banques, puisqu'on voit un peu dans le marché, retenir le talent va être une chose qui est majeure, très, très importante. C'est pour ça qu'on voit les salaires augmenter beaucoup dans le secteur bancaire, parce qu'on doit, dans un domaine un peu plus, moins sexy que musique par rapport à faire des jeux vidéo, par rapport à trouver une cure pour le cancer, on doit payer des salaires, avoir des conditions de travail excellentes. Et l'autre défi qu'il y a pour les institutions financières, c'est que si vous n'êtes pas à Toronto, ça devient difficile d'aller chercher cette main-d'œuvre-là spécialisée et formée. D'autres choses qu'on entend parler de plus en plus, c'est qu'on n'a pas nécessairement besoin d'avoir toujours un ingénieur logiciel qui va développer un nouvel algorithme, mais on a surtout besoin d'avoir des gens qui vont être capables d'utiliser la technologie qui est déjà sur le marché. Donc, des gens en marketing numérique, ce type de personnes-là vont être en très, très grande demande par les institutions financières. Donc, on n'a pas nécessairement besoin d'avoir un ingénieur logiciel, mais avoir quelqu'un qui sait programmer, mettons à Python, qui sait capable d'utiliser toutes les technologies qui sont disponibles. Okay. Quelqu'un veut ajouter quelque chose sur cette problématique-là de la main-d'œuvre disponible? Peut-être le secteur spatial, là, on pourrait dire, c'est peut-être un secteur plus sexy là, pour recruter ce type de choses, des gens, mais le problème que je vois, c'est peut-être c'est facile de recruter la main-d'œuvre, mais de se poser la question quel type de main-d'œuvre dont on a besoin. Donc, oui, effectivement, l'IA, c'est le but, mais est-ce qu'on est arrivé au moment de vraiment avoir un scientiste de données pour appliquer les algorithmes d'intelligence artificielle? Nous sommes plutôt dans la phase de structuration des données. Donc, cibler bien quel type de compétences on a besoin et quel type de besoins numériques on a besoin. C'est ça, je vois du côté spatial, surtout pour les PME là, qui ont des ressources limitées, et bien cibler quel type de ressources humaines aller chercher. Parfait. Quelqu'un d'autre? Oui, Annie?
Dans le secteur agricole, ben, ça fait un peu, et on a un peu les mêmes problématiques que dans le secteur de la finance. C'est pas évident là, de recruter avec de bons salaires là, des gens qui vont être dans la programmation d'outils, de logiciels, etc. Mais même au niveau du secteur agricole comme tel, je vous disais là, qu'on a au-dessus de 25 000 fermes au Québec. On a des agriculteurs qui n'ont pas nécessairement là, des baccalauréats en informatique ou quoi que ce soit. Donc, il y a un réel défi de formation de la relève, mais aussi de formation des agriculteurs qui sont déjà en place. Pas seulement pour utiliser la technologie. Parce que là, on a toute une nouvelle relève là, qui est quand même digital native, là, mais c'est vraiment d'être capable d'intégrer ces outils-là à la firme pour aller chercher le plein potentiel. Parce que dans une étude que le Cyrano a fait, dont je faisais partie, d'utiliser les technologies en agriculture, c'est pas évident, mais c'est somme toute assez facile comparativement à aller chercher le plein potentiel de ces technologies-là. Et donc, il est vraiment là et ça passe vraiment par la formation de nos producteurs agricoles, de la relève et de ceux qui sont déjà en place. Parfait, merci. Là, je vais poser... Oui, Ivanka? Oui, merci. Je vais parler pour la construction. On a un peu le problème ou le défi de l'industrie de l'agriculture aussi, parce que quand on pense à la construction, la numérisation de ce domaine n'est pas encore assez connue. Donc, il y a effectivement un manque de ressources qualifiées. Même des fois, on se dit qu'il faut qu'on embauche plus de gens en informatique et aussi des gens de communication, parce que c'est comme les deux côtés qui nous manquent. Communication, parce qu'on a déjà mentionné que c'est une industrie très fragmentée, donc il faut qu'on s'entende bien, qu'on collabore avec tous les autres dans la chaîne d'approvisionnement. Donc, ça, c'est d'un côté. Puis, d'autre côté, on aimerait utiliser la numérisation de la construction comme un point d'attrait pour les jeunes, parce que ça devient un jeu finalement, bâtir un bâtiment virtuellement, faire la simulation de la performance de la construction, c'est pas les métiers traditionnels qu'on connaît, donc il y a une qualité de vie et de travail qu'on peut proposer qui est différente dans cette partie plus virtuelle qui est très importante en fait dans la construction que ce qu'on s'imagine dans le froid, dans la neige, sous le vent, etc. Et de cette façon aussi, on pense qu'on pourrait attirer plus de femmes aussi dans cette industrie très masculine autrement. C'est un point intéressant, ça, oui. Je vais poursuivre avec une question plus spécifique pour Fabiano. Pouvons-nous réellement parler d'un écosystème numérique? Je sais que tu en as beaucoup parlé dans ta présentation là, de l'écosystème, ou est-ce qu'on parle pas plutôt de quelque chose qui est transversal? Ouais, ça, c'est un très bon point. Là. Comme j'ai parlé pendant la présentation, on voit beaucoup d'intégration dans le secteur spatial. C'est un secteur qui se parle beaucoup. C'est vraiment une grappe là, qui collabore, qui travaille ensemble. Mais pour ce qui est de technologie d'information et communication, on voit qu'il y a quelques-unes qui se parlent, mais il y a beaucoup dans la périphérie. Donc, effectivement, c'est un secteur très fragmenté. Ce n'est pas une mauvaise volonté, c'est que la dynamique, c'est comme ça. Les entreprises répondent à des niches spécifiques. Donc, oui, ils sont basés sur des compétences, mais finalement, ils travaillent sur des domaines différents, donc on n'a pas besoin de se parler. Donc oui, la notion d'écosystème pour l'éthique, c'est peut-être un peu compliqué. Par contre, on peut voir les joueurs d'éthique qui collaborent avec l'aérospatiale et dire, OK, là, ils vont s'intégrer à nous. Mais oui, la vision d'écosystème, c'est un peu large, là, mais c'est un très bon point. Parfait. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose sur les écosystèmes dans leur secteur? Pas particulièrement. Je veux juste ajouter un point. Si on regarde au niveau du secteur financier, l'idée de créer un écosystème est difficile. Ça prend vraiment une concentration d'entreprises dans le même secteur qui va faire en sorte que l'écosystème va se développer.
Et ça peut être une problématique importante au niveau des régions, notamment, où que tu n'auras pas nécessairement la taille de ton écosystème suffisante pour que, mettons, un spécialiste peut se développer et puisse avoir un plan de carrière en pouvant aller d'une firme à l'autre, comme on voit dans ces écosystèmes-là. Et donc, ça va toujours demeurer un défi, notamment dans le secteur financier, d'atteindre cette taille-là pour être capable d'offrir des possibilités à des super spécialistes d'œuvrer dans le secteur. Bien, je pense que la question de la taille joue un rôle, entre autres dans la taille des entreprises au niveau de l'adoption. Comment expliquer? Est-ce qu'il y a une résistance, surtout du côté des PME, ou c'est vraiment une question de taille qui explique un certain retard dans l'adoption des technologies numériques? Je lance ça. Dans le cas de la construction, c'est clair qu'il y a énormément de très petites entreprises. Hein. Donc, comme dans d'autres secteurs aussi, la taille est certainement un facteur qui joue dans le sous-investissement en technologie, quelle qu'elle soit, mais en particulier le numérique. On le mentionne souvent. Donc, la construction, c'est très fragmenté. Il y a une particularité au Québec, puis il y a quelqu'un qui a posé une question par rapport dans le Q&A par rapport au Québec et d'autres pays en construction. Même au Canada, en fait, le Québec a une particularité structurelle, si on veut, au niveau de la construction, du fait qu'il y a énormément de métiers reconnus et pour lesquels il faut des certifications. On dépasse le 25 métiers, je pense, qui est très largement supérieur à la moyenne canadienne. Donc, ça crée des très petites entreprises pour peut-être certaines niches parfois où finalement, il y a peu de concurrence du fait de la super spécialisation. Donc, ce qui n'est peut-être pas finalement propice en fait, ou ce qui favorise peut-être le maintien de pratiques traditionnelles, mais et inversement, donc, ne favorise pas nécessairement l'investissement en R&D. Il y a aussi beaucoup, dans le secteur de la construction aussi, il y a encore beaucoup de contrats qui sont donnés sous le principe du plus bas soumissionnaire. Donc, on insiste beaucoup encore sur des projets ou des tâches à faible coût. Donc, encore une fois, ça crée une pression sur les entreprises. Donc, ça diminue la marge de manœuvre qu'on peut avoir pour investir sur des technologies. Donc, il y a deux aspects. Ceci étant, il faut aussi reconnaître qu'au sein de l'industrie, du secteur de la construction notamment, il y a une très, très grande diversité aussi d'entreprises. Il y a la taille qui joue, mais il y a une très grande... Parce qu'on peut... Il y a les métiers d'un côté, donc ce peut-être à quoi on pense naturellement, mais il y a aussi quand même un certain nombre d'entreprises au niveau de la fourniture de biens et de services. Et là, peut-être les enjeux sont un peu différents et les comportements sont un peu différents. Il y a de petites entreprises, des PME manufacturières, par exemple, qui fournissent le secteur de la construction, qui sont très compétitives, qui exportent. Donc, il y a une grande diversité. Et d'ailleurs, je ne sais pas qui le soulevait, je pense que c'est Caroline qui le soulevait dans sa présentation. On n'a pas beaucoup d'informations, on manque de données. Ça, je pense que d'un point de vue de chercheur, moi, c'est un peu ce que je constate, c'est qu'il faut, bon, peut-être dire, je prêche pour ma paroisse, mais c'est clair qu'il nous faut plus de données pour mieux comprendre les particularités du secteur en termes de comportement vis-à-vis de l'adoption des technologies. C'est quelque chose qui est revenu à plusieurs reprises dans vos présentations, la question de l'accessibilité des données, de l'interprétation des données, et que les gens dans les industries sachent comment utiliser les données lorsqu'elles sont disponibles. Est-ce que quelqu'un voudrait ajouter quelque chose là-dessus? Peut-être seulement répéter ce que j'avais parlé, la question de pas seulement TPT, mais intégrer les données, c'est important. Peut-être, oui, j'ai beaucoup de données ici dans cette machine-là, dans l'autre machine-là, mais l'intégration entre les deux, la question d'avoir des données plus structurées, plus faire vraiment des bases de données qui puissent parler entre eux, c'est un vrai enjeu. Pour rajouter sur aux deux autres que vous avez mentionnés. Moi, oui. Caroline. Okay, allez-y. OK. Donc, la question des données, ce n'était pas un sujet ce qu'on a exploré dans nos chapitres, mais bien sûr, on a besoin des quantités massives de données pour répondre aux défis complexes de la mobilité urbaine et aussi pour créer un système de mobilité intégré très personnalisé.
Et dans le sillage de COVID aussi, le partage des données et l'interoperability sont nécessaires pour gérer la sécurité et la santé publique, comme le social distancing ou les transactions sans contact en mobilité urbaine, en aerospace et d'autres secteurs, et aussi les flexible timetables, les choses comme ça. Mais c'est certain qu'on a besoin d'un cadre solide autour des questions de propriété, le partage des données et de vie privée. Et je crois que Montréal peut être une leader ici parce qu'elle a déjà élaboré une charte des données numériques pour faire face à ces questions et la transformation numérique. Et cette charte, c'est vraiment une carte de gouvernance pour établir les critères autour de l'utilisation des données. Et c'est une collaboration entre la ville avec les chercheurs de UQAM et les citoyens. Donc, voilà. Parfait, merci. Ivanka, je vois des mains levées. Oui, Ivanka. Oui, merci. Donc, j'aimerais enchaîner sur les structures de données et les besoins pour les données au niveau de l'industrie de la construction. Et en fait, j'aimerais faire remarquer un autre point de vue vers ces données-là, parce que très souvent, enfin tout le temps, on sépare le projet de construction de projets qui durent pendant tout le cycle de vie d'un bâtiment ou infrastructure, de maintien et opération de cet actif bâti. Donc, quand on dit l'industrie de la construction, en fait, on entend tout le cycle de vie de ces infrastructures ou bâtiments. Et en fait, là, on se rend compte que si on regarde ces données d'un point de vue de propriétaire ou d'exploitant de cet actif bâti, les choses changent un peu de perspective et on est vraiment mal servi par rapport à cette interopérabilité, l'input des données de la construction vers l'opération et la maintenance de bâtiments et infrastructures. Et après, l'inverse, un bâtiment qui a été construit il y a 50 ans, c'est quoi les données que je vais donner à mon équipe de chantier, enfin des concepteurs au début, etc., qui vont faire le projet de rénovation ou d'ajout ou n'importe quoi. Donc, cette complémentarité, cette intégration finalement de données que je devrais avoir, elle est vraiment mal étudiée et c'est pas au point pour l'instant. Donc, c'est un grand domaine de recherche par rapport aux données dans la construction. On peut ajouter aussi les autres défis plus techniques au niveau de l'interopérabilité entre différentes plateformes et logiciels, etc. Merci. Annie? Oui, alors la question de la donnée en agriculture, on génère beaucoup de données et on pourrait avoir un accès à un potentiel de beaucoup de données. Les agriculteurs sont habitués de donner leurs données au gouvernement, puis le secteur agricole, c'est un secteur qui fonctionne beaucoup de façon collective. Donc, il y a beaucoup d'associations de producteurs qui collectent aussi beaucoup de données, beaucoup de benchmarks qui se fait entre producteurs également. Mais avec le numérique, il semble se former une espèce de... Les données sont de plus en plus en silos. Et on voit un enjeu, c'est plutôt un enjeu oui, il y a un enjeu de partage pour bien intégrer les données et aller chercher le potentiel au niveau du secteur, mais aussi la question de la propriété de la donnée. On va peut-être y revenir un peu plus tard au cours de la table ronde, là, mais en agriculture m'apparaît comme étant un enjeu vraiment prioritaire. C'est qu'il y a certaines technologies, certains fournisseurs de technologies qui gardent en quelque sorte soit la propriété de la donnée, même brute, où ils vont la rendre très difficilement accessible aux producteurs pour qu'ils puissent la partager avec d'autres personnes, d'autres acteurs. Donc, c'est ça, je pourrais en parler très longtemps de la donnée en agriculture, mais c'est le petit point que je voulais apporter par rapport à la question. Parfait, merci. Je vais regarder un petit peu les questions qui nous viennent des spectateurs. Madame Louise Roy se demande si les aides du gouvernement à la transformation numérique sont adéquates dans vos domaines. Lancez-vous pas tous en même temps.
Ben, je vais poursuivre. Tu avais le micro. En agriculture, moi, je ne suis pas au courant qu'il y ait de programmes qui visent spécifiquement le virage numérique. Par contre, c'est sûr qu'il y a des aides qui vont aider à augmenter la productivité ou en tout cas la performance, la compétitivité des fermes. La mise aux normes aussi. Donc, en production porcine, par exemple, la mise aux normes, on demande aux producteurs que les animaux soient libres de mouvement, ne soient plus dans des cages. À ce moment-là, le numérique devient intéressant pour faire un suivi personnalisé des animaux. Et donc, quand les producteurs vont se mettre aux mises aux normes, il y a des programmes d'aide, les producteurs vont aller vers ça, naturellement, vers le numérique. Même chose avec les ententes, les accords de libre-échange qu'on a vus avec la gestion de l'offre. Les producteurs laitiers, s'ils ont à investir sur leur ferme pour se moderniser, ils vont aller vers le numérique. Donc, c'est un peu indirect que ces aides se font, mais pas directement. En tout cas, moi, je ne suis pas au courant. En fait, dans le secteur de la construction, on pourrait y répondre en fait en 2 volets. Un aide directe, il y a des choses qui se font de manière assez intéressante. Récemment, il y a eu par le ministère de l'Économie et de l'Innovation un financement d'une initiative qui s'appelle l'Initiative québécoise pour la construction 4.0, où les entreprises, donc surtout les PME, sont accompagnées à travers un processus de diagnostic, puis éventuellement donc d'accompagnement pour l'adoption de technologies. C'est notre collègue, entre autres, qui est prof à l'ETS d'ailleurs, Éric Poirier, qui est impliqué beaucoup dans cette initiative. Donc, il y a quelque chose d'assez intéressant d'un point de vue accompagnement des entreprises. C'est directement axé sur la transformation numérique. Il y a un autre volet, peut-être qu'on pourrait le voir, surtout dans le domaine de la construction, c'est que une bonne partie des chantiers finalement sont lancés par des donneurs d'ouvrages publics. Et de ce point de vue-là, les acteurs de l'industrie rappellent souvent le rôle proactif qu'un donneur d'ouvrage public peut avoir hein, dans ces conditions en fait, qui permettraient plus d'innovation. Donc, parce qu'on est dans des, Ivanka y a fait référence tout à l'heure, on est dans des modes contractuels assez classiques encore. Donc, on essaie tranquillement d'innover du point de vue mode contractuel ou mode de livraison, donc pour créer des contextes plus collaboratifs avec l'ensemble des intervenants, donc qui pourraient permettre aux acteurs d'introduire l'innovation, mais dans un mode plus traditionnel où, encore une fois, la règle du moindre coût prime et tout, donc on ne crée pas des conditions très favorables. Donc, je pense que les donneurs d'ouvrage, donc les pouvoirs publics, donc de par leur rôle comme donneurs d'ouvrage public, que ce soit provincial, fédéral, municipal, peuvent avoir un rôle à jouer aussi pour insuffler un contexte d'innovation. Parfait. Merci. OK, je vais poser une question à Caroline. Quels sont les défis fondamentaux de la mobilité intégrée dans les villes comme Montréal et quelles seraient les priorités des 5 prochaines années pour répondre à ces défis? OK, merci. C'est une très bonne question. Ce qu'on observe dans la mobilité urbaine, c'est l'entrée de nouveaux acteurs dans une sphère traditionnellement dominée par les agences de transport public. Donc, par exemple, les digital platform actors ou les compagnies privées. La question, c'est comment ces acteurs publics et privés, comment ils peuvent travailler ensemble pour co-créer de la valeur et innover. Okay? Et aussi, souvent, on les acteurs qui ont les intérêts à la fois complémentaires et divergents. Okay? Donc, je crois qu'on a besoin de recherche et meilleure compréhension des approches de gestion et de gouvernance collective et des pratiques de collaboration interorganisationnelle qui soutiennent l'intégration, ainsi que les solutions de mobilité qui profitent aux citoyens et de la société. Et on peut commencer avec le benchmarking et les études de cas qui travaillent très bien dans les autres villes. On va appliquer les idées à Montréal, par exemple. Je crois qu'un deuxième défi, c'est l'engagement des acteurs sociaux et les citoyens dans la co-création des solutions de mobilité urbaine qui répondent aux besoins, à un réel besoin communautaire, afin de rendre, par exemple, les quartiers moins favorisés plus accessibles et de faire mobilité plus inclusive, par exemple.
Et finalement, je vais juste dire que un autre défi ici à Montréal, au Québec, c'est qu'il y a beaucoup d'efforts et d'acteurs différents qui opèrent dans cet espace. Donc, mais ils sont fragmentés. Alors, ces efforts doivent être intégrés afin de faire le progrès. Et aussi, cela devrait être soutenu par une approche de politique publique qui intègre la planification des transports dans la planification urbaine, environmental land use planning. Donc, voilà. Merci. Okay. Merci. Oui, c'est intéressant. Je vais sauter à une autre question qui nous est posée par M. Bernard Boire. Clairement, il faut renforcer les connaissances TIC des travailleurs et permettre une adaptation rapide du système de formation. Il devient absolument indispensable d'assurer l'acquisition des connaissances TIC et des compétences transversales et cognitives. Bon, étant donné ça, quelles mesures peut-on envisager? Est-ce qu'il y a des particularités dans vos industries, dans les industries que vous avez étudiées, qui permettraient de mettre en place des solutions pour faciliter ces apprentissages-là auprès des travailleurs? Ça revient un petit peu à la question sur les travailleurs de tantôt. Quelqu'un a une réponse? Je pourrais peut-être y aller. Donc, il y a toujours les deux côtés, les travailleurs qui sont déjà dans l'industrie et aussi la nouvelle cohorte d'ingénieurs ou de spécialistes qui sortent de l'école. Donc, je pourrais en parler des deux. Donc, au niveau de la numérisation de l'industrie de la construction, ce qu'on appelle Building Information Modeling, c'était le premier mouvement vers la modélisation, la simulation des données de bâtiments. Et dans le jargon de l'industrie, on parle de BIM. Donc, la formation, l'éducation sur l'utilisation de BIM, elle est déjà répandue à plusieurs niveaux. Dans certains cégeps, comme cégep Limoilou, dans cégep de Vieux-Montréal et d'autres organisations de ce type-là, on forme les techniciens en fait à pouvoir utiliser cette méthode de travail qui est très basée sur la numérisation. Après, au niveau universitaire, il y a beaucoup moins de programmes. Ceci étant dit, à l'université, à l'ETS, en fait, l'École de technologie supérieure, on a commencé à donner des cours d'introduction au BIM depuis bientôt 10 ans déjà. Et maintenant, on a probablement un des programmes de BIM, je dirais peut-être grand chose, mais grand mot, mais au niveau, au Canada, c'est sûr que c'est le meilleur programme, mais au niveau mondial, c'est un très, très bon programme. Donc, il y a 3 niveaux. Il y a le programme cours en BIM, il y a le DESS en BIM. Et maintenant, on est en train de mettre en place une concentration BIM dans le cadre de programmes de maîtrise de gestion de la construction. Donc, tout ça, c'est des programmes de maîtrise. Et en plus, on travaille très étroitement avec l'industrie. Donc, ça, c'est la façon la plus directe à transmettre les connaissances entre l'académie et l'industrie. Puis c'est sûr que ça prend beaucoup de cours de mise à niveau au niveau industriel pour que les travailleurs qui sont maintenant dans le vif de l'industrie de travail puissent être mis à niveau. Et là, c'est plus une approche par projet, je dirais, qu'on devrait adopter, mis à part la mise à niveau très générale de tout le monde qui est dans l'industrie. Merci. Annie? Oui, dans le secteur agricole, au niveau de la formation de la relève, là, c'est en branle. Là, dans les instituts de technologie agricole au niveau cégep qui forment les futurs producteurs agricoles, là, il y a des programmes depuis quelques années, là, des cours qui existent sur la formation, comment utiliser les outils numériques à la ferme. Au niveau universitaire, où l'on parle de la formation des agronomes, c'est tout nouveau, là, mais il y a des cours qui vont être mis en place. Sauf qu'il y a toujours un lag, en fait, entre cette formation-là, puis ça prend 3-4 ans à former un agronome. La révolution numérique va plus vite que cette formation-là. Mais le défi est vraiment dans le champ, là, ceux qui sont déjà là, et de comment les former, les accompagner. Et il y a un réel défi à ce niveau-là. Et les agriculteurs, en fait, ce qu'on trouve, le gros défi, c'est le manque de temps.
il faut qu'ils puissent dégager du temps pour se former sur ces technologies-là. Et ça, c'est, ils veulent bien, là, mais en général, ceux qui sont très techno, les producteurs, c'est parce qu'ils ont un intérêt à l'être. Sinon, il faut qu'ils dégagent du temps et c'est des gens qui font déjà des 90 heures semaine. Hein, c'est des gens très occupés, donc il est là le défi en agriculture pour ce qui est de la formation. OK, merci. C'est intéressant. Il y a une question qui nous vient de Catherine Baudry. Avez-vous remarqué dans vos études des inégalités importantes entre les entreprises au niveau de leur transformation numérique? Et elle présume que la réponse va être oui. Alors, pourriez-vous suggérer comment faire en sorte que les entreprises qui sont vraiment loin derrière en matière de transformation numérique puissent rattraper le retard sans ralentir toute l'industrie? Ça, je pense que c'est une question importante. Est-ce que quelqu'un veut se lancer? Catherine, on n'a pas preneur pour la question. Ben, je pourrais peut-être essayer un début de réponse à Catherine. En fait, première chose, comme je l'ai dit tantôt, d'un point de vue de chercheur, en fait, je pense qu'il nous faut améliorer les données en fait disponibles. On parlait de données tantôt par rapport, disons, à la transformation numérique. Mais moi, comme chercheur, je constate qu'on n'a pas beaucoup d'informations, on ne fait pas beaucoup de données pour bien suivre ce courant de transformation numérique. Donc, pour connaître les freins, les obstacles, on peut avoir des intuitions parce qu'on est en contact aussi avec plusieurs entreprises du milieu, mais de manière, disons, à avoir un portrait d'ensemble, je trouve que là, il y a une lacune importante pour justement, donc, dans un secteur comme la construction qui est extrêmement diversifié, en taille et en spécialité, je pense que c'est important qu'on ait une meilleure vue sur justement ces inégalités que Catherine évoque. Et intuitivement, je pense qu'on peut penser que oui, effectivement, le secteur de construction, c'est le cas. C'est sûr que le rôle comme j'évoquais tantôt, le rôle des donneurs d'ouvrages publics, mais aussi le rôle des très grands joueurs de l'industrie, parce que dans le milieu de l'industrie, par exemple, il y a de très grandes firmes qui agissent comme entrepreneurs et grands gestionnaires de la construction, si on veut, là, qui vont travailler avec des plus petites entreprises. Ces très grandes firmes, donc qui assurent souvent la maîtrise d'œuvre des projets, ont un rôle aussi, évidemment, puis ce sont eux souvent qui sont les plus proactifs dans l'adoption de technologie, parce qu'eux aussi, ça c'est un point qu'on n'a peut-être pas évoqué jusqu'à maintenant, mais les très grandes entreprises dans le secteur de la construction voient aussi tranquillement voir venir la concurrence de très grands groupes étrangers qui s'installent ici. Donc, il y a cet enjeu-là aussi de compétitivité des très grandes entreprises qui agissent comme locomotives d'une certaine manière. Donc, ces très grandes firmes qui, je le disais tantôt, aimeraient qu'on puisse créer des meilleurs contextes pour la collaboration. Ces entreprises-là, je pense elles peuvent agir de locomotive pour les plus petites, pour les amener dans leur giron puis les inciter à innover. Mais c'est clair qu'il nous manque des données. Si on veut avoir un jugement éclairé sur la chose, on peut y aller avec des intuitions, mais en tout cas, dans le secteur de la construction, il n'y a pas beaucoup de données qui nous permettent d'avoir un jugement éclairé et spécifique sur certains enjeux de l'innovation. Il y a une question qui nous vient de Louise Fournier. L'enjeu semble être du travail en silo. Beaucoup d'informations qui semblent être en silo. Est-ce que le gouvernement pourrait développer des programmes ou des façons d'encourager les entreprises à une plus grande collaboration, pas des entreprises ou dans l'ensemble, une plus grande collaboration, un plus grand partage de données? Je peux peut-être mélanger ça et mélanger avec la question de Catherine. Moi, je crois beaucoup au modèle des intermédiaires, le rôle des intermédiaires pour faire les gens travailler, pour faire les PME, par exemple, comme le CRIAC a fait auparavant, là, pour faire les PME, faire davantage de collaboration avec les grandes, faire eux-mêmes un programme pour inciter les PME à travailler avec les grandes. Donc, je crois beaucoup au travail des intermédiaires pour le rattrapage numérique, mais aussi pour cette question de briser les silos. Comme j'avais suggéré à la fin de ma présentation, peut-être faire les intermédiaires qui travaillent eux-mêmes en silo. Là, le MILAC travaille dans le milieu de l'IA et le CRIAC travaille en aérospatial, de les faire eux travailler ensemble pour faire des programmes qui font le secteur travailler ensemble. Donc, peut-être c'est une piste de solution pour ça.
OK. Dans le milieu de la construction, ça peut très bien passer par des contrats plus collaboratifs. On a déjà évoqué cette question. Il n'y a pas de discussion sur le numérique, sur l'innovation qui ne finissent pas avec cette volonté de toute l'industrie d'avoir des contrats plus collaboratifs. Parce que quand les contrats t'obligent à partager, à séparer, à prendre le plus grand bout que l'autre qui travaille avec toi sur le même projet, c'est difficile à partager ou d'instaurer cette culture de partage. Tandis que quand le contrat, comme par exemple des contrats qu'on n'a jamais vus ici encore au Québec, Integrated Project Delivery, quand ils mettent ensemble les concepteurs, le constructeur et le client dans la même bulle qui travaille pour le projet, c'est tout à fait une autre culture et une autre dynamique qui s'installe. Donc, moi, je crois que dans l'industrie de la construction, ça va être vraiment quelque chose qui va ouvrir beaucoup plus le partage, inclusivement des données, et ça va augmenter la performance du chantier et de la qualité de l'environnement bâti. Dans le domaine financier, il faut toujours y avoir une limite au partage ou à la collaboration parce que les institutions financières vont compétitionner pour le même client. Donc, dans certaines circonstances, notamment cybersécurité, on peut voir une certaine possibilité de collaboration, mais en général, les institutions financières vont préférer faire les développements seuls et non pas en collaboration parce qu'on compétitionne pour le même client. Là où le gouvernement pourrait avoir un impact, c'est au niveau des jeunes pousses. Il est difficile pour les petits joueurs de faire leur place dans un monde où la technologie domine et que les frais sont importants, notamment pour les petits gestionnaires de portefeuille qui veulent partir, les petites firmes de fintech qui veulent partir. Donc là, le gouvernement pourrait avoir un impact en étant un client de ces firmes-là. Donc, leur permettre d'atteindre une taille suffisante pour qu'elles puissent faire leur place dans le marché. Sinon, les gros joueurs, ce sont des gros joueurs qui sont généralement assez autonomes, étant donné qu'ils sont en compétition pour le même client. Caroline, tu voulais ajouter quelque chose? Juste rapidement, je crois qu'en mobilité urbaine, il y a les bons exemples des investissements par les niveaux de gouvernement différents. Par exemple, la province a déployé, mais je vais dire juste, pour faire les conditions institutionnelles, pour promouvoir le partage des données, les connaissances, etc. Donc, le Québec a créé Propulsion Québec. Québec a une stratégie de faire les grappes industrielles qui est unique au Canada, parce que c'est vraiment intéressant ici, pour mobiliser les acteurs dans l'écosystème traditionnel, non traditionnel. Dans le cas de mobilité urbaine, on a plein we have the entrance of all these non-traditional actors, donc c'est important. Niveau municipal, la ville a créé, par exemple, Jalon Montréal, qui est l'Institut de transport intelligent, et une partie du mandat de Jalon, c'est encore de mobiliser les acteurs. Mais le problème, c'est que les initiatives, les intermédiaires et les acteurs sont encore fragmentés, je crois. OK. Bon, c'est très intéressant. Je pense qu'on aurait pu continuer longtemps à parler de différents modes de collaboration. Laurence aurait pu nous en parler, mais on commence à manquer de temps. Et je ne peux pas vous laisser sans vous demander de nous dire comment la pandémie a affecté les secteurs que vous avez étudiés. Est-ce qu'il y a des leçons que vous pouvez tirer? Qu'est-ce qu'on peut retenir de l'impact de la pandémie sur vos différents secteurs? Alors, si je vais en ordre, je vais commencer avec Robert. Dans le secteur financier, la pandémie, c'est un accélérateur des changements. Donc, les tendances numériques qu'on voyait dans les dernières années se sont accélérées à une vitesse folle. Je dirais qu'on a peut-être gagné 5 à 10 ans d'avance à cause de cette pandémie-là. Étant donné que les travailleuses devaient travailler à la maison, on a poussé énormément pour tous ces systèmes-là de services à la clientèle automatisés, d'aide à la décision. Donc, c'est vraiment été un impact majeur au niveau du développement technologique, au niveau des besoins des grandes firmes, des grands groupes financiers. Merci. Annie?
Bien, la pandémie dans le secteur agricole, c'est pas que ça n'a pas changé grand-chose, là, mais c'est un secteur que les producteurs sont sur leur ferme, ils sont déjà isolés. Donc, ça n'a pas changé grand-chose dans l'adoption des technologies, dans la vitesse. Où il y a eu du changement, c'est peut-être au niveau du service conseil qui se fait maintenant à distance, puis où peut-être ça a un intérêt par rapport à la question, c'est toute la question de l'autonomie alimentaire. C'est cette question de... Et là, c'est plus large que simplement le secteur agricole, c'est vraiment toute la filière agroalimentaire, l'alimentation, la chaîne. Je pense que cette pandémie-là nous a fait prendre conscience de l'importance de garder notre alimentation près de nous. Et quand on parle d'agriculture numérique, ben, l'actif principal de ce type d'agriculture-là, c'est la donnée. Sans données, on ne peut pas faire fonctionner cette agriculture-là. Et la donnée, elle est virtuelle, donc elle se promène partout. Ce n'est pas comme une parcelle de terre, une étape, des animaux. Et donc, si ces données-là se retrouvent dans des silos éloignés du plancher des vaches, entre guillemets, ben, il y a un enjeu. Il y a un réel enjeu à savoir est-ce qu'on va être souverain sur le développement de notre propre agriculture et de notre propre alimentation. Je pense que c'est plus des questions de ce niveau-là que la pandémie a apporté. OK, merci. Fabiano? Bon, je veux dire exactement le contraire que Robert a dit. Là. Si je dis que la COVID a un impact positif sur l'aérospatiale, je serais hypocrite là, parce qu'on vient de voir l'annonce de Bombardier qui vient réduire beaucoup de postes. Donc, évidemment, comme les gens ont arrêté de voyager, il y a un effet domino sur le secteur aérospatial. Donc, la COVID est un frein, finalement, qui a impacté beaucoup le secteur aérospatial, qui doit faire preuve maintenant de résilience pour s'adapter à de nouvelles contraintes et de survivre à cette période difficile pour vivre. Donc là, évidemment, il va y avoir des innovations, des idées pour... ça va accélérer certaines transformations numériques, surtout la question de la réduction des contacts et tout ça, mais en général, la COVID a frappé fortement le secteur. Oui. Du côté de la construction, Mario ou Ivanka? En construction, peut-être deux éléments. C'est-à-dire que quand on regarde les chiffres de la Commission de la construction du Québec, la CCQ, qui compile les heures à travailler des ouvriers de la construction, par exemple, la pandémie n'a pas eu un effet si majeur que ça. Au contraire, même, il y a certains secteurs comme le résidentiel qui ont continué à croître. Donc, c'est à peu près neutre, je dirais. C'est sûr qu'il y a eu un fléchissement. Le printemps dernier, les chantiers ont été fermés dès le début. Je pense pas à peu près un mois, je pense. Donc là, c'est sûr que par rapport à l'année 2019, qui était une année record, en fait, dans la décennie, là, en termes d'heures travaillées, c'est sûr qu'il y a eu un fléchissement. Mais globalement, dans l'année, les chiffres de 2020 restent à finaliser, mais dans les 3 premiers trimestres, les résultats ne sont quand même pas désastreux. Bien au contraire, on se maintient quand même à un certain bon niveau d'heures travaillées. C'est sûr qu'au niveau des pratiques de travail, puis là, évidemment, un chantier, un peu comme en agriculture, on ne peut pas déplacer, là, on ne peut pas virtualiser un chantier, là, c'est physique. Par contre, il y a évidemment une main-d'œuvre staff, donc dans les bureaux, les sièges sociaux, qui, je pense, donc ces travailleurs-là se sont mis au virtuel eux aussi. Et là, il y aura peut-être justement une accélération du fait qu'on reconnaît aujourd'hui les capacités de travailler à distance. Puis ça, c'est tout, je pense, secteur confondu, en fait, pour le personnel qui ne dépend pas de la dimension physique du travail. Donc, je pense que ça, il y a une prise de conscience là-dessus. Et j'ai l'impression que les modes de travail vont évoluer dans ce sens-là. OK, merci. J'aimerais juste ajouter quelque chose peut-être. J'ai entendu quelqu'un de l'industrie de la construction dire que la COVID, c'était comme le Uber pour la construction. Donc, ça a donné un tel impulse, un tel catalyseur pour les pratiques numériques que vraiment ça a propulsé plusieurs innovations. Exactement parce que on est obligé de travailler plus en distance, en virtuel. On a probablement plus de temps, pas probablement, mais en fait, on est obligé de prendre plus de temps pour bien planifier chaque déplacement sur le chantier.
Aussi, un autre impact très intéressant, c'est au niveau de préfabrication. Donc, beaucoup plus de bâtiments qui se font en préfabrication ou off-site construction, comme on l'appelle, parce que ça réduit le nombre de personnes qui sont nécessaires sur le chantier, donc on peut avoir une meilleure distanciation. Donc, je pense que ça va être, enfin, somme toute, si les gens ne tombent pas malades, ça va être un impact positif qu'on peut retirer de ce besoin dans l'urgence qui a en fait provoqué cette innovation. Parfait, merci. Caroline? Oui, donc je suis avec Fabiano que l'impact de COVID, c'est considérable pour la mobilité urbaine. Je ne connais pas le mot en français, modal behavior, le comportement de déplacement peut-être, a changé considérablement en raison de lockdown et aussi le télétravail. Donc, les gens se déplacent moins, mais l'impact climatique sur les villes a été positif. L'utilisation des transports publics et les services de mobilité partagée a diminué en raison des préoccupations de la santé publique. Et ça, il y avait un impact économique catastrophique pour les villes comme Montréal, avec une réduction, je crois, de 70% de la fréquentation des transports publics. En même temps, l'utilisation des modes de transport individuel tels que le véhicule personnel a augmenté. Donc, ce n'est pas une bonne nouvelle, mais il faut reconnaître qu'un système de mobilité urbaine solide est essentiel pour notre reprise économique. Donc, on a du travail, je crois, on a du travail à faire pour convaincre les usagers de retourner aux services partagés, comme le transport en commun, surtout compte tenu de l'investissement public massif dans, par exemple, le REM, ou public-privé, et les lignes de métro à Montréal, par exemple. Donc, on a le travail à faire et le marketing à faire. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup à tous pour vos présentations. C'était fort intéressant. C'était simplement le résumé de vos chapitres. Alors, j'invite tous les gens à aller, comme le disait Benoît plus tôt, à aller chercher le livre qui est accessible gratuitement en ligne. Donc, je remercie aussi 4.0 pour sa contribution au Québec économique, là, dont 5 chapitres ont été faits en collaboration. J'aimerais aussi vous inviter à être à l'affût des prochaines annonces. Il va y avoir une autre activité en lien avec le Québec économique qui va être une présentation de M. Dalibor Stevanovic sur, attendez que je retrouve le titre, prévision macroéconomique dans l'ère des données massives et de l'apprentissage automatique. Cette présentation-là va avoir lieu quelque part en avril. Donc, ceci clôt notre activité de ce midi. Donc, encore une fois, je remercie chaleureusement tous nos panélistes qui ont bien voulu se porter au jeu et répondre à vos questions. Et je vous invite encore une fois à aller chercher le Québec économique en ligne, qui est accessible gratuitement. Merci beaucoup.